Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir et de lancer cette première session, cette session 2021 du congrès de l'AFC. Cette session a le mérite de nous permettre de nous retrouver, ce qui fait un certain temps. Et donc, j'ai le plaisir de lancer cette première session qui s'intitule « Mon poster en 180 secondes ». Nous aurons donc 12 posters et non pas 15 comme prévu initialement, qui seront présentés en 3 minutes chacun. Et on verra en fonction si on a un petit peu le temps de questions, en fonction du temps que vous mettrez à présenter. Donc nous allons pouvoir commencer avec le poster du docteur Farhat Ouad, les facteurs prédictifs de colectomie au cours de la rectocolite hémorragique après colite aiguë grave cortico-résistante. Monsieur Farhat n'est pas là. Eh bien, on va passer au suivant avec le docteur Bogdan Badic, donc, qui va nous présenter les résultats à long terme après la chirurgie du cancer du côlon de stade 3 chez le sujet âgé. Bonjour, je vous laisse. Bonjour. Je vais vous présenter les résultats à long terme après chirurgie du cancer du côlon du stade 3 chez le patient âgé. Travail réalisé en collaboration avec le registre finistérien de tumeurs digestifs. On a la chance à Brest d'avoir un des 4 registres de tumeurs digestifs en France. Le but de l'étude, c'était d'évaluer les facteurs prédictifs, les résultats carcinologiques à long terme chez le patient âgé plus de 75 ans. On a inclus 474 patients âgés de plus de 75 ans opérés d'un adénocarcinome du côlon stade 3. Environ 20% des patients étaient âgés de plus de 85 ans. La moitié présentaient des symptômes, anémie, douleur, troubles du transit, et on a opéré en urgence environ 10% des patients. Une résection complète a été réalisée chez 85% des patients et 10% ils ont eu une stomie définitive. Le taux de mortalité post-opératoire était d'environ 10%, avec un taux de survie à 5 ans de 53%. Les comorbidités ainsi que la présence d'embolie vasculaire, la résection tumorale incomplète était vraiment corrélée à la survie globale. 20% des patients ils ont bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante et qui améliorait significativement la survie indépendamment des schémas de thérapie utilisés. La survie sans récidive, elle est aussi corrélée, améliorée par la chimiothérapie adjuvante, ainsi que les comorbidités et la présence d'embolie vasculaire. En conclusion, l'âge, les comorbidités, la présence d'embolie vasculaire tumoraux et la chimiothérapie adjuvante étaient des facteurs pronostiques chez les patients âgés atteints d'un cancer du côlon du stade 3. Les résultats qu'on présente ici ont été aussi validés par des études récentes chez les patients âgés. Je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Eh bien, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières, comme on a une petite minute. Non, juste la chimiothérapie, c'est multivarié pour la chimiothérapie, parce que la question c'est est-ce que les gens, comme ça sort comme un facteur de survie, est-ce qu'ils n'ont pas eu de chimiothérapie parce qu'en fait l'état général ne le permettait pas, et que c'est juste une traduction de l'état général des patients et pas d'impact uniquement de la chimiothérapie. Est-ce qu'il y a une étude multivariée là ou Oui, c'était une analyse multivariée. Donc la chimiothérapie adjuvante, c'est vraiment significatif, améliore la survie en multivariée. Donc il faut faire la chimiothérapie chez les patients âgés, même s'ils sont fragiles. Oui, qui peut supporter. Donc il faut faire 3 minutes, c'est difficile d'expliquer toute l'étude et tous les résultats. Bien sûr. Mais c'est vraiment important de faire vraiment une évaluation des patients avant l'opération et aussi avant de leur donner un traitement. Il ne faut pas hésiter, même à 85 ans. On a vraiment constaté une nette amélioration de la survie. Ok. Eh bien, merci pour cette belle étude qui nous permet de bien rentrer dans cette session de poster. Et on va pouvoir passer, alors je ne sais pas si M. Farhat est arrivé. Non. Eh bien, on va pouvoir passer à la présentation du docteur Marius Anastasiou, qui n'est pas là non plus. Eh bien, on va passer dans ces cas-là à la présentation du docteur Jonathan Garnier,
qui est là et qui va nous présenter la totalisation pancréatite pour les fistules grade C après duodénopancréatectomie céphalique, donc résultat d'une technique standardisée. C'est pas celui-là. C'est celui-là, mais c'était avant. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler ce matin de totalisation pancréatique dans le contexte de l'urgence. Donc, on ne va pas refaire ce matin l'algorithme décisionnel, mais si jamais vous avez choisi de totaliser votre patient, on va voir quels sont les trucs et astuces qui permettent de s'en sortir. La première chose, c'est qu'il faut essayer d'optimiser la situation. Optimiser la situation, c'est quoi ? C'est peut-être appeler un ami, un deuxième chirurgien, un chirurgien senior si vous êtes le jeune chef. Et puis, il faut essayer d'optimiser la situation générale, c'est-à-dire en termes de personnel, en termes de matériel, en termes d'exposition. La totalisation pancréatique, elle peut se découper en 4 étapes. La première, ça va être de séparer l'anastomose gastro-jéjunale avant tout pour avoir une exposition la plus claire possible du champ opératoire. Ça va vous donner accès à l'anse pancréatique que vous allez également agrafer. On l'agrafe en amont de l'anastomose hépatico-jéjunale. Il faut penser que si vous avez fait l'anastomose biliaire sur le retour de l'anse, il va falloir la décroiser. Troisième étape, bien sûr, la totalisation elle-même, donc de la droite vers la gauche. Le plus simple quand même, c'est de l'associer à la splénectomie et à la résection des vaisseaux spléniques. Et si vous pouvez, gardez-vous l'hémostase pour la fin parce qu'elle peut être de réalisation ardue. De la même façon, dans la totalisation comme dans la pancréatite aiguë, votre ennemi c'est la veine porte, donc il faudra y prendre garde. Et puis pour la reconstruction, nous ce qu'on fait c'est une anse en Y. Donc en fait on enlève le morceau de l'anastomose gastro-jéjunale qu'on avait préalablement agrafé et on fait une anse en Y. Pour ce qui est de la fistule biliaire, si vous avez une fistule biliaire iatrogène ou liée à la fistule pancréatique, la réparation simple, ça ne donne pas toujours de bons résultats. Donc le plus sûr, c'est de la réparer sur un drain care. Et puis, il faut faire un drainage large, parce que même si vous avez enlevé le reste du pancréas, ça coule quand même en post-opératoire. Alors, les résultats de cette technique à l'Institut Paoli Calmette de 2012 à 2019, finalement, c'est assez peu fréquent. C'est moins de 5% des malades, c'est 21 patients sur les 450 DPC réalisés. L'indication principale, c'est plutôt le choc septique avec défaillance d'organes, plutôt que l'hémorragie incontrôlée. La durée opératoire moyenne, c'était environ 4 heures, et les pertes sanguines moyennes, c'était 600 millilitres. C'est bien moins que dans la littérature rapportée. C'est une chirurgie grévée d'une lourde morbidité, 14% de fistules biliaires, presque autant de fistules gastriques. Les seules fistules gastriques qu'on a eues, en fait, c'était parce qu'on faisait des anastomoses pancréatico-gastriques et qu'on fermait l'orifice. Et depuis qu'on fait une gastrectomie complémentaire, une toute petite gastrectomie, mais juste pour emporter l'orifice, on n'a plus ce problème. Et bien sûr, c'est grévé d'une lourde mortalité post-opératoire, 24% dans notre série, c'est 20 à 50% dans la littérature, ce qui en fait une chirurgie extrêmement lourde. Donc, au final, cette technique standardisée en 4 étapes, elle offre quelques repères dans un contexte difficile. Et si vous le pouvez, gardez-vous l'ablation du caillot pour la fin, puisque l'hémostase pourra être difficile pour vous comme pour le malade. Je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Alors, partez pas, parce que du coup, comme on a un petit peu le temps, moi j'ai une question, parce que alors, je fais très peu ou pas de chirurgie pancréatique. Et donc, quand vous dites garder l'hémostase pour la fin, parce qu'on essaye tant que faire se peut. Le mieux. Tant que faire se peut, je ne l'ai bien évidemment pas détaillé, mais si jamais on a une hémorragie, par exemple liée à une fistule pancréatique, on essaye tant que faire se peut d'aller à l'embolisation en premier lieu pour déjà calmer le jeu. Si l'embolisation est complète, tant mieux. Ça n'empêche pas que parfois il faut réopérer les malades parce qu'ils ont une fistule à haut débit et que ça va récidiver. Mais ça permet de les réopérer sans être dans le contexte de l'hémorragie cataclysmique avec le moignon de l'artère gastro-duodénale ou l'artère mésentérique supérieure qui saigne à fort débit au moment où on réintervient. Donc on essaie le plus souvent de le faire précéder d'une embolisation. Si elle est couronnée de succès, tant mieux, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller au bloc opératoire, mais la situation sera plus calme. Et si elle n'est pas couronnée de succès, c'est encore une meilleure indication. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a une question en plus dans l'Assemblée. Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous allons pouvoir passer ensuite à la présentation du Dr Perrine Zimmermann, donc sur les facteurs de récidive in situ après thermoablation par micro-ondes sous clampage pédiculaire pour métastase hépatique des cancers colorectaux.
Donc, je vais vous présenter les résultats de notre étude qui s'intéresse aux facteurs de risque de récidive in situ des métastases hépatiques des cancers colorectaux qui ont été traités par thermoablation sous clampage du pédicule hépatique. Donc, de nos jours, la prise en charge chirurgicale des métastases hépatiques des cancers colorectaux vise la règle de l'épargne parenchymateuse. Dans ce but, les thermoablations possèdent des indications de plus en plus larges pour des patients cependant bien sélectionnés. De nombreuses études se sont intéressées au heat sink effect. C'est un phénomène qui s'observe lorsque les microwaves sont réalisés pour des nodules au contact des gros vaisseaux. C'est un effet de dissipation de chaleur. Ces études ont démontré que nous pouvons diminuer ce phénomène lorsque les microwaves sont réalisés sous clampage du pédicule hépatique. Oui, nous avons donc proposé cette étude afin de rechercher les facteurs de risque de récidive in situ des microwaves réalisés après clampage du pédicule hépatique. Nous avons donc réalisé une étude prospective monocentrique de décembre 2017 à juillet 2020 dans le service de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique du CHU de Reims. Nous avons ainsi recensé toutes les métastases hépatiques des cancers colorectaux traitées par microwave sous clampage du pédicule hépatique. Et nous avons donc réussi à inclure un total de 39 patients pour 50 nodules traités. Les caractéristiques des nodules devaient être une taille inférieure ou égale à 3 cm, à une distance de moins de 5 mm des vaisseaux, et les vaisseaux devaient être caractérisés par un diamètre de plus de 3 mm. Nous avons ainsi évalué les caractéristiques des nodules, les complications post-opératoires, les récidives, et en particulier les récidives in situ. Nous avons recensé deux complications spécifiques aux thermoablations. La première étant une thrombose porte et la deuxième étant une complication sévère selon la classification de Clavien-Dindo. C'était un abcès qui a nécessité une reprise chirurgicale devant la mauvaise évolution sous traitement médical et après drainage radiologique. Après un suivi médian de 18 mois, nous avons trouvé un taux de récidive in situ de 20%. Et toutes ces récidives ont été retraitées soit par thermoablation, soit par résection hépatique. Lorsque nous avons fait l'analyse univariée, nous avons retrouvé deux facteurs prédictifs de récidive in situ. D'une part, une taille supérieure ou égale à 2 cm, et d'autre part, la localisation au niveau des segments 4A et 8. En analyse multivariée, uniquement la localisation au niveau du segment 4A et 8 a été retrouvée. Les facteurs limitants de cette étude restent le nombre limité de patients et de nodules et son caractère monocentrique. En conclusion, on peut donc dire que les thermoablations réalisées sous clampage du pédicule hépatique nous ont permis d'obtenir des résultats encourageants pour la prise en charge des métastases hépatiques sans trop parenchymateuses en contact des gros vaisseaux. Et nous avons donc retrouvé deux facteurs prédictifs de récidive in situ, que sont la localisation au niveau des segments 4A et 8, et en particulier pour des nodules supérieurs ou égales à 2 cm. Merci. Merci. Et donc, du coup, pour faire petit message à ramener à la maison, si on peut dire, en pratique, là, vous avez changé vos pratiques, c'est-à-dire que les patients qui ont des métastases sur les segments 4 et 8, vous ne faites plus de thermoablation, vous faites plutôt privilégier la chirurgie, ou ça, pour le moment, n'a rien changé? Pour le moment, ça n'a encore rien changé. Après, ça va être des patients où on va favoriser des thermoablations un peu plus élargies, parce que pour avoir justement un diamètre, des marges un peu plus larges. Voilà. Après, pour ces localisations avec cette taille de nodule, on réfléchit un peu plus sur résection ou thermoablation. Très bien. Merci. Merci. Alors, il y en avait sur les 39 patients, il y avait 33 réalisés en laparo et du coup, ça fait 6 en cellio. Oui, on n'a pas retrouvé de... non, il n'y avait pas de lien. Donc, pas de lien avec la célioscopie pour que nos visionneurs entendent bien. Donc, il n'y a pas de lien avec la célioscopie. Merci. Très bien. Nous allons pouvoir passer donc à la session suivante avec le docteur Pauline Tordajada, qui va nous parler donc de l'élastométrie hépatique qui permettrait une meilleure sélection des candidats et une résection du CHC.
Donc, bonjour, je vais donc vous présenter une étude rétrospective menée au centre hépatobiliaire sur l'élastométrie hépatique et le risque de récidive après résection de carcinome hépatocellulaire. Donc, comme vous le savez, la transplantation hépatique, c'est le traitement idéal du carcinome hépatocellulaire parce qu'il traite le cancer et l'hépatopathie sous-jacente. Mais dans le contexte de pénurie d'organes que nous connaissons, la résection est aussi un traitement curatif du carcinome hépatocellulaire, mais il est grévé d'un fort taux de récidive. L'objectif principal de notre étude était donc d'établir un score préopératoire prédictif de récidive après résection afin d'améliorer le processus de décision préthérapeutique. Il s'agissait d'une étude rétrospective monocentrique menée de 2015 à 2018. Les critères d'inclusion, c'était avoir eu une résection hépatique pour carcinome hépatocellulaire avec un score alpha-fétoprotéine inférieur ou égal à 2, qui est donc le score utilisé pour définir la transplantabilité en France, et avoir eu une mesure d'élastométrie percutanée préopératoire avec la sonde utilisée dans le service. Comme l'élaboration donc, du score de récidive, il a été réalisé grâce à une analyse unie et multivariée des différents éléments préopératoires. Puis grâce à l'analyse des courbes ROC, nous avons pu identifier les seuils optimaux des différents items du score et valider celui-ci sur une cohorte en utilisant la méthode du bootstrap. Donc notre cohorte comprenait 66 patients et la survie globale était de 86% à 3 ans. Le taux de récidive après 40 mois de suivi était de 45%. Les différents facteurs de risque identifiés et utilisés pour l'élaboration du score étaient les suivants. Avoir un âge supérieur à 72, un INR supérieur à 1,22, une élastométrie supérieure à 11,2 kPa, un diamètre de nodule supérieur à 2,7. Un point était attribué à chaque item lorsqu'il était présent et le score allait donc de 0 à 4. Nous avons ensuite identifié deux groupes en fonction du risque de récidive. Un groupe à haut risque de récidive avec un score supérieur ou égal à 2 et un groupe à faible risque de récidive avec un score strictement inférieur à 2. Et donc, sur notre cohorte, on voit que notre score permet de prédire la récidive, puisqu'il existe une différence significative entre la médiane de survie sans récidive, donc qui était de 44 mois pour le groupe à haut risque de récidive, versus 65 pour celui à faible risque de récidive. De plus, on peut voir sur le graphique de droite qu'il existe aussi une stratification du risque de récidive en fonction du nombre de points obtenus au score, puisque plus le nombre de points était élevé et plus la récidive était élevée. Il s'agit donc d'une cohorte récente issue d'un centre expert avec un taux de récidive qui est comparable à celui de la littérature. Cependant, il s'agit donc d'une étude rétrospective avec un effectif faible et surtout la cohorte de validation n'est pas externe. Cependant, sur cette cohorte, on voit que notre score peut permettre de prédire le risque de récidive et il pourrait s'agir d'un outil de décision et d'aide à la décision préthérapeutique. Nous allons donc poursuivre ce travail pour valider ce score sur une plus grande cohorte prospective cette fois-ci. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. C'est juste parce que sinon ils n'entendent pas. Non, c'était juste pour dire, c'est un très beau travail et c'est très intéressant. Le petit point méthodologique, c'était comme vous l'avez validé en interne, il faut toujours une validation plutôt externe et multicentrique, ça serait bien. Mais bravo. Merci. Nous allons pouvoir ensuite accueillir donc, le docteur Yann Ledréan qui va nous parler de la segmentation automatique par deep learning en contexte de métastase hépatique du cancer du côlon. Alors la segmentation d'une image, c'est la délimitation d'objets dans cette image et dans ce contexte donc, de métastase hépatique sur une image de scanner. Alors en pratique clinique, ça a plusieurs intérêts, que ce soit pour la volumétrie hépatique préopératoire, que ce soit pour le suivi évolutif des métastases au cours de la chimiothérapie ou dernièrement pour développer ce qu'on appelle la radiomique. Cependant, la segmentation d'images, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est pour ça que la recherche tend à vouloir automatiser cette tâche.
Alors ces dernières années, on a montré que c'était les méthodes de deep learning qui avaient les meilleurs résultats. C'est des méthodes basées sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en fait c'est une sorte de grosse équation qui est formatée à la réalisation d'une tâche par un apprentissage supervisé à partir de données qui sont connues. Et c'est pour ça qu'au laboratoire, on a créé une biobanque d'images de métastases hépatiques à partir de 100 scanners. Cette biobanque d'images nous a permis de réaliser l'apprentissage sur différents réseaux qu'on a également développés. Donc le premier réseau, c'est le réseau classique de segmentation où en fait la branche descendante du U, c'est le UNet. Donc la branche descendante du U permet de décomposer l'image et la branche montante du U permet de recomposer l'image finale qu'on souhaite avoir à la fin. Le deuxième réseau, enfin la première amélioration qu'on a apportée à ce réseau, c'est en fait d'obtenir des images intermédiaires sur chaque partie du réseau montant ici. Et la dernière amélioration du réseau, ça a été d'ajouter des couches de neurones en fait sur chaque image intermédiaire. Alors d'un point de vue des résultats, on peut voir que c'est le réseau avec ce qu'on appelle la supervision profonde avec les images intermédiaires qui permet les meilleurs résultats. On a en blanc, je ne sais pas si on voit très bien la segmentation de référence et en bleu la segmentation automatique avec le réseau. Et c'est avec la supervision profonde qu'on a le meilleur résultat. Et c'est ce qu'on retrouve aussi d'un point de vue quantitatif, parce que c'est ce réseau-là qui maximise l'indice de Dice, qui est un indice de recouvrement volumique et qui est l'indice de référence dans l'évaluation de la segmentation automatique. Donc en conclusion, on peut dire que c'est le réseau V19 UNet avec la supervision profonde qui a les meilleures performances de segmentation automatique de métastases hépatiques de cancer du côlon. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je ne fais pas de foi non plus, hein. Donc, en tant que béotien, l'intérêt concret donc, de cette segmentation automatique, si vous devez la dire en 2 mots, parce que pour ceux qui ne font pas de chirurgie hépatique et a fortiori qui n'ont pas la notion de cette segmentation. Alors, comme je dis, donc les intérêts cliniques. Alors, moi, j'ai poursuivi ce travail-là après sur ma thèse en médecine. Là, c'est d'automatiser, en fait, de faire de la volumétrie hépatique préopératoire de manière automatique, en segmentant de manière automatique les métastases, les vaisseaux, le foie, et après faire passer toutes ces informations-là dans un réseau d'intelligence artificielle aussi pour avoir une volumétrie automatique, ce qui permet de donner cette information-là, ce qui est une information en fait, que seul le chirurgien peut connaître. Mais en fait, ce serait une information qu'on pourrait fournir à n'importe quel gastro, n'importe quel oncologue, et qui pourrait en fait, adresser en fait, plus facilement un patient en se rendant compte de la volumétrie préopératoire. Ce serait donc de faire du RECIST global sur toute une masse hépatique, enfin sur toute la maladie hépatique et pas seulement sur 2 métastases et seulement sur des mesures en 1D. Et comme j'ai dit, la radiomix, c'est en fait c'est une science là, qui tend à développer les critères quantitatifs de l'imagerie à l'intérieur qui peut avoir des facteurs pronostiques, et ça arrive beaucoup là, ces dernières années en recherche en bioinformatique, et qui nécessite en fait de segmentation d'images, sauf que la segmentation d'images à chaque fois c'est la tâche qui prend le plus de temps et qui est la plus rébarbative à faire, et c'est pour ça que c'est important d'automatiser la tâche pour en fait avoir le temps pour faire autre chose, quoi. Très bien. Merci. Donc, nous allons accueillir le docteur Diego Zambrano qui va nous parler donc, des techniques et des résultats de résection hépatique assistée par robot. Bonjour à tous. Je m'appelle Diego Zambrano, je suis entrant du nouvel hôpital civil, hôpital universitaire de Strasbourg. Et aujourd'hui, ma présentation est sur le sujet des techniques de résection et résultats de la résection hépatique assistée par robot. Et sur les techniques et résultats de la résection hépatique assistée par robot, on connaît que la chirurgie robotique peut améliorer les compétences célioscopiques des chirurgiens à travers d'une vue tridimensionnelle des champs opératoires, et aussi ça agrandit l'image et aussi nous permet d'utiliser et d'optimiser l'utilisation des instruments avec des
mayor degré de liberté par rapport à la laparoscopie conventionnelle. Sur cette petite série, on avait examiné l'expérience chirurgicale en matière de la résection hépatique assistée par robot chez 13 patients consécutifs en concentrant sur les hépatectomies majeures. La série inclut 13 patients, 8 hommes et 5 femmes, et avec un âge moyen de 72 ans. Et sur les résultats diagnostiques, on avait trouvé, opéré 7 tumeurs malignes du foie, 5 métastases colorectales du foie et une lésion bénigne. Et sur le cadre de les chirurgies réalisées, nous avons opéré 100 segmentectomies, 4 résections atypiques, 3 hépatectomies gauche, 1 hépatectomie droite. Et aussi, on n'était pas... on avait fait une conversion à chirurgie ouverte sur une hépatectomie droite et sur une résection atypique sur les segments 6 et 7. Le temps chirurgical moyen était de 397 minutes avec une séjour hospitalière de 6 jours. Et nous avons aussi mesuré les taux global de complications sur la classification Clavien-Digne 2. Et les grades 1 étaient sur la majorité des patients avec 8. Et il y avait 2 patients grade 2, et 2 patients grade 1, grade 3 et 1 patient grade 4 sur la classification Clavien-Digne 2. En conclusion, on pense que la résection hépatique assistée par robot, selon la littérature, semble être une procédure faisable qui respecte la sécurité du patient aussi, et même pour les hépatectomies majeures. La chirurgie hépatique peut être considérée aussi comme une option avancée pour les chirurgies hépatiques minime-invasives dans les centres spécialisés en considérant aussi une équipe médicale très entraînée avec une infrastructure technique et technologique qui les permettent. J'ai trouvé c'est important ce thème parce qu'il y a des hôpitaux qui ne font pas la chirurgie robotique et aussi il y a des pays qui sont en train de commencer ce type d'approche chirurgicale. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Juste deux petites questions. La première, c'est donc dans la conclusion, vous dites que c'est une technique fiable et faisable pour les hépatectomies majeures, mais finalement la seule hépatectomie droite que vous ayez réalisée, elle a été convertie. Oui, il a été converti pour un saignement qu'on ne peut pas contrôler voie robotique. Sur cette expérience, c'était pendant 6 mois. Mais il y a des autres hépatectomies que nous avons déjà fait, qu'on a réussi à faire de voie robotique sans problème. Ok. Et par rapport à la célioscopie, est-ce que vous avez une expérience, enfin, est-ce que vous avez un retour, un ressenti? Est-ce qu'il y a un véritable apport par rapport à la célioscopie, si ce n'est la courbe d'apprentissage peut-être? Oui. Et au-delà de ça, est-ce que sur le patient, il en tire un vrai bénéfice? Bon, la majorité des hôpitaux décident de faire une approche ouverte sur la parotomie. Il y a des centres experts, on fait des résections hépatiques aussi voie célio, mais c'est l'approche, la technique robotique qui nous permet de faire chaque manœuvre opératoire qui sont plus faciles à le faire voie robotique. Et ça, c'est l'avantage entre la célio et la robotique quand même dans la chirurgie hépatobiliaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais revenir voir si le docteur Farhat est arrivé. Non. Et le docteur Anastasiou? Non plus. Eh bien, on va continuer donc avec le docteur Atef Mejri, qui va nous parler des kystidatiques du foie rompues en intrapéritonéal. Donc un challenge diagnostique et thérapeutique. Et non plus. Eh bien, on va poursuivre avec le docteur Jean Pinson, oui, qui est là, et qui va nous parler des résultats de la résection anastomose non protégée dans la péritonite d'origine diverticulaire, donc une étude rétrospective sur 67 patients.
Bonjour. Je vais vous présenter une étude rétrospective de 71 patients rapportant les résultats de la résection anastomose non protégée dans la péritonite d'origine diverticulaire. Alors, les dernières recommandations de la HAS en 2017 pour la prise en charge des péritonites d'origine diverticulaire recommandent la réalisation d'une résection anastomose protégée chez les patients qui sont hémodynamiquement stables. Chez les autres, la HAS propose plutôt l'intervention de Hartmann. Cependant, l'utilité de la stomie de protection n'a jamais été démontrée, donc nous avons décidé de rapporter l'expérience de notre centre. Donc il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique incluant l'ensemble des patients opérés pour péritonite d'origine diverticulaire au CHU de Rouen entre 2005 et 2020 et traités par une résection anastomose protégée ou non. Les chiffres diffèrent légèrement depuis l'abstract car le recueil a continué et donc on a quelques patients en plus, mais les résultats sont les mêmes. Donc 257 patients ont été pris en charge pour péritonite d'origine diverticulaire. 154 patients ont bénéficié d'une intervention de Hartmann et puis 103 d'une résection anastomose. Parmi ces 103 patients, on avait 71 patients qui ont une résection anastomose non protégée et 32 qui ont une résection anastomose protégée. On n'a pas trouvé de différence significative entre ces deux patients au niveau de l'âge, du sexe, de l'IMC, du score ASA et du fait de réaliser la chirurgie pendant la garde. Le groupe non protégé avait une majorité de patients qui avaient une péritonite INCHE 3, donc seulement purulente, alors que le groupe protégé avait une majorité de patients qui avaient une péritonite INCHE 4. Cette différence est significative. Les chirurgiens en cours de clinica avaient plus tendance à réaliser des résections anastomoses protégées. Cependant, ils ont quand même réalisé 40% des résections anastomoses non protégées. Et on peut aussi noter que la majorité des résections anastomoses non protégées ont été réalisées pendant la garde. La morbidité globale était significativement plus faible dans le groupe résection anastomose non protégée, avec seulement 40% de mortalité versus 62% dans le groupe résection anastomose protégée. Et après un délai de médian de suivi de 36 mois, le taux de stomie définitive était de 2,8% dans le groupe résection anastomose non protégée, versus 9,4% dans le groupe résection anastomose protégée. Cette différence n'est pas significative. Enfin, on observe une modification des pratiques dans notre centre, puisqu'on a une augmentation progressive du taux de résection anastomose en défaveur du Hartmann, qui passe en majorité. On fait plus de 50% de résection anastomose à partir de 2017-2018, qui correspond à l'année de publication de l'essai clinique randomisé Diverti. Et donc en conclusion, dans cette étude, la morbidité globale était plus faible chez les patients non protégés après résection anastomose. À notre connaissance, il s'agit de la plus grande série de résection anastomose non protégée pour péritonite d'origine diverticulaire. Cette stratégie pourrait donc être proposée en urgence chez les patients stables. Des essais cliniques randomisés sont nécessaires pour valider cette prise en charge et c'est le cas de l'essai Diverti 2 qui vient d'ouvrir les inclusions. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Question sur l'abord chirurgical. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté l'info. L'intégralité des chirurgies était faite en laparotomie. D'accord. Ok, donc il n'y a pas un biais lié à ça. Non. Et ces péritonites INCHE 4 qui étaient traitées par résection anastomose non protégée, elles avaient des caractéristiques un peu particulières. Est-ce qu'elles étaient un peu moins diffuses? Est-ce que le patient était un peu plus jeune? Est-ce que ces questions qui se posent quand même, parce que c'est vrai que sur les INCHE 4, on a toujours des petits regrets à ne pas les protéger. On n'a pas fait d'analyse de sous-groupe pour analyser la différence entre INCHE 3 et INCHE 4. On a juste analysé les différences protégées versus non protégées. Donc je peux difficilement répondre à cette question tout de suite. Et dernière question, le taux de stomie définitive chez les patients non protégés est inférieur, donc ce qu'on peut entendre. Est-ce qu'il y avait un taux de fistule anastomotique plus important, ou en tout cas de nécessité de démontage de la stomie plus important dans le groupe non protégé? Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important pour nous. C'est de se dire, on les opère, puis on les réopère pas. Si on les protège, on est tranquille. Ouais. Est-ce que ça, vous aviez observé quelque chose vis-à-vis de ça? On a 2 fistules dans le groupe résection anastomose, enfin 3 fistules, et seulement une qui a nécessité une reprise chirurgicale et une mise en Hartmann. Les 2 autres ont été traités médicalement. Chez les patients non protégés. Ouais. Et à l'inverse, dans les patients protégés, il y a eu des démontages ou pas d'anastomose? Non, aucun. Non. Ok. Aucun. Juste 2 stomies, 3 patients qui n'ont pas bénéficié d'un rétablissement. Ok, très bien. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'amphi? Non. Eh bien, merci beaucoup.
Alors, on va pouvoir clore cette session, je pense, avec le docteur Kevin Allard, qui va nous dire s'il y a un intérêt à faire une chimiothérapie adjuvante dans la prise en charge des adénocarcinomes du rectum YPT3N0 qui ont eu une stérilisation ganglionnaire après radiochimiothérapie néoadjuvante. Bonjour, donc moi je suis le docteur Kevin Allard, je suis chef de clinique au CHU d'Amiens. Donc je vais pouvoir vous parler de ce sujet des patients présentant des métastases ganglionnaires stérilisées après radiochimiothérapie et pris en charge pour un adénocarcinome du rectum. Donc l'idée de cette étude, c'est que chez ces patients se pose toujours la question de savoir si ces adénopathies qui ont été stérilisées après radiochimiothérapie sont de moins bons pronostics que les patients, on va dire, vrais N0 à l'issue de la prise en charge. Et ce sont des discussions qu'on a souvent en RCP pour savoir si ces patients PT3, YPT3N0, il faut leur proposer une chimiothérapie adjuvante ou non. Et donc, on a pu s'appuyer grâce au groupe French et récupérer les données de 4 séries françaises déjà publiées sur le même sujet, qui étaient des données rétrospectives, et les associer à une cohorte locale qui avait été faite au niveau du groupement de chirurgie cancérologique Picard, et ce qui nous a amené à une étude rétrospective multicentrique, colligeant donc ces 4 bases de données de patients pris en charge entre 2005 et 2016 pour des tumeurs initialement qui étaient classées de T1 à T4 N+, et après radiochimiothérapie YPT3N0. Donc tous ces patients avaient eu une résection avec exérèse totale du mésorectum. Et donc les résultats, on avait 94 patients qui répondaient aux critères d'inclusion de notre étude. Les patients avaient tous eu une radiochimiothérapie néoadjuvante, puis un certain nombre une chimiothérapie adjuvante. On a pu voir qu'entre les deux groupes, il y avait des différences significatives en ce qui concerne l'âge, la voie d'abord opératoire et aussi les complications, ce qui souvent en RCP est les critères qui vont faire discuter ou non la chimiothérapie adjuvante. Et donc, on a décidé d'apparier les deux groupes de patients sur ces critères. Donc, on avait deux groupes comparables de 44 patients. Et au total, la chimiothérapie adjuvante ne montre pas de différence significative sur les deux critères qu'on avait choisis, qui étaient la survie globale et la survie sans récidive. Ce qui, en conclusion, va dans le sens des études récentes à proposer plutôt un traitement néoadjuvant complet, type TNT. Et donc, pas de chimiothérapie adjuvante chez ces patients ayant des métastases ganglionnaires stérilisées. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans les inclusions des patients, là, dans les 94 patients, les réponses étaient donc stérilisation des ganglions. Est-ce que vous aviez inclus les patients qui avaient des emboles vasculaires ou des engaînements périnerveux? Est-ce que ces patients-là ont été inclus? Et si le cas échéant, est-ce qu'ils ont été appariés? Parce qu'on sait que ce sont des facteurs péjoratifs sur la survie. Alors, ces critères-là, ces patients-là ont été inclus à partir du moment où ils avaient des métastases ganglionnaires stérilisées. Et en fait, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes en termes de présence d'emboles ou d'engaînement périnerveux ou de budding tumoral. Donc, on ne les a pas appariés sur ces critères. On a juste apparié sur les critères qui étaient significatifs entre les deux groupes. Mais cela ne sortait pas... Mais ça a bien été analysé en analyse multivariée. C'est ça la question, oui. Parce que finalement, c'est quand même sinon c'est un gros biais. On compare. Oui, ça a été analysé. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, merci beaucoup. Je relance un appel au docteur Farhat et au docteur Anastasiou, donc qui ne sont pas là. Eh bien, écoutez, on va pouvoir clore cette session Mon Poster en 180 secondes. Merci beaucoup pour ces belles présentations et puis bonne continuation au congrès. Si, on a des patients qui s'installent en privé.